1er siècle de notre ère. Au cœur d'un empire puissant, la cité abrite en son sein un chef-d'œuvre d'architecture, le Colisée. Il s'agit du plus grand amphithéâtre jamais bâti par les Romains. C'est le monument le plus célèbre et le plus impressionnant de la cité antique de Rome. Pendant plus de 400 ans, il symbolisera le pouvoir suprême de l'Empire romain. On a là une incroyable prouesse d'architecture et d'ingénierie. Et les événements qui se sont déroulés ici ont marqué l'histoire de l'humanité. Le Colisée a été édifié pour impressionner, mais aussi pour divertir, éduquer et même contrôler les foules. Rome devait conserver son pouvoir. Et tout en offrant un divertissement, les Romains envoyaient un message à ceux qui auraient voulu les attaquer. Voilà ce qui vous attend. Récemment, les archéologues qui travaillent sur le site ont mis au jour de nouvelles strates qui dévoilent la gloire passée du monument. Ce qui est extraordinaire avec ces fouilles, c'est qu'elles nous ont permis de toucher du doigt l'origine du Colisée. Les recherches menées sur plusieurs sites du monde romain éclairent d'un jour nouveau le Colisée et les jeux du cirque. D'après sa denture, on peut dire qu'il s'agit d'un ours. En quoi l'histoire du Colisée reflète-t-elle l'essor de l'Empire qu'il a édifié? C'est l'un des bâtiments les plus politiques de la cité romaine et de l'Empire romain dans son ensemble. Et en quoi fait-elle écho à la chute de Rome? Nous sommes en l'an 80 après Jésus-Christ. 50 000 Romains prennent place pour assister aux Jeux qui vont se dérouler dans le Colisée tout juste achevé. 100 jours de spectacle que l'empereur offre à son peuple. Au programme, des affrontements avec des bêtes sauvages. Des exécutions de condamnés. Et le clou du spectacle, les combats de gladiateurs. Ces jeux sont un microcosme qui reflète l'ordre du monde. C'est Rome qui commande, c'est l'empereur qui commande. Quand le Colisée est édifié, l'empereur romain est à la tête d'un territoire qui s'étend de l'Afrique du Nord à l'actuelle Allemagne et de la Grande-Bretagne à la Syrie d'aujourd'hui. Soit plus de 40 millions d'habitants sur 5 millions de kilomètres carrés. Les premiers jeux sont à la hauteur de l'étendue de l'Empire et se déroulent dans une arène de 3000 mètres carrés. C'est l'épicentre de tout l'Empire romain. Aujourd'hui, le Colisée a perdu de sa superbe. À l'intérieur, le sol de l'arène a disparu et il ne reste que quelques vestiges des gradins et des loges. De la façade, composée de 2 énormes couloirs externes, seul le côté nord est encore debout. La partie sud a été détruite par un tremblement de terre au XIVe siècle. Aujourd'hui, tout le secteur sud a disparu. On est sur un sol sablonneux et riche en limon, propice aux effondrements lors de séismes. Les tremblements de terre ont provoqué l'amoncellement de divers matériaux qui ont été utilisés ensuite pour d'autres constructions. Parce qu'un ancien affluent du Tibre coulait jadis sous ce quartier de Rome, le sous-sol est particulièrement fragile. Les éboulements représentent un risque réel pour l'amphithéâtre. Pourtant, la plupart des murs sont encore debout. Et les archéologues aimeraient découvrir comment les Romains
ont réussi à bâtir des fondations aussi solides. Les ruines de la partie sud vont leur apporter des réponses. Des siècles plus tard, les deux couloirs détruits du Colisée ont été nivelés et recouverts de pavés Sampietrini. Nous, on a décidé de retirer ces pavés et de fouiller chaque couche de cette immense superficie de 3000 mètres carrés pour retracer l'histoire de ce monument. Les premières fouilles archéologiques d'ampleur ont été effectuées ces dernières années. Leur but, mieux comprendre comment le Colisée a été érigé et à quoi il ressemblait avant sa destruction partielle. Voilà. Ce que nous avons là, ce sont des fragments de planches appartenant à la structure en bois. On les prélève pour les analyser. Les archéologues effectuent des recherches à l'emplacement des anciens couloirs au niveau des fondations. Il a fallu plus d'1 an de fouilles rigoureuses pour atteindre l'épaisse couche de béton romain qui soutient l'imposante structure. L'architecte Barbara Nazzaro peut enfin étudier les méthodes de construction de la Rome antique. On a là un béton très dur, constitué de mortier et de roches basaltiques, ce qui donne des fondations très robustes. On sait que le Colisée mesurait près de 50 mètres de haut et qu'il était très lourd. Donc, il fallait des fondations particulièrement profondes. Elles sont sur 2 niveaux et s'élèvent à environ 14 mètres. Les Romains ont creusé ces conduits d'évacuation à l'intérieur des fondations. Ce système d'écoulement empêchait les inondations lors de fortes précipitations et permettait d'évacuer les déchets rejetés lors des Jeux. Il se déversait dans ces canalisations les mêmes choses que de nos jours. L'eau de pluie, les ordures, les eaux usées, les résidus des lessives et du nettoyage qui avaient lieu à l'intérieur du site. Il y avait également des restes de nourriture, les pépins des fruits qui étaient consommés ici et sans doute aussi les animaux qui étaient tués sur place. Jusqu'à présent dissimulés sous des pavés, ces conduits peuvent nous aider à en savoir plus sur l'origine de la structure. Regarde, Maria Rosaria, il y a une estampille. Oui. Tu arrives à en voir la forme? Elle est en demi-lune, avec un double cartouche. Tu peux lire l'inscription? On va voir. Est-ce que tu arrives à déchiffrer quelque chose? Oui, on peut voir le début. Rufi. Rufi? Ok. Les Romains estampillaient leurs briques pour que chaque fabricant puisse être tenu responsable de la qualité de ses produits. Grâce à l'existence d'énormes bases de données sur les estampilles de tout l'Empire romain, on peut affirmer que ces briques remontent à l'époque vespasienne. C'est extrêmement important parce que ça confirme que ces conduits d'évacuation datent de la même époque que la construction de l'ensemble de l'édifice. Édifice qui a été commandé par l'empereur Vespasien. Vespasien est le 9e empereur romain. Il accède au pouvoir en l'an 69 de notre ère. Vespasien décide de construire un amphithéâtre à Rome dès le début de son règne. Le chantier commence en l'an 72. Ce projet d'édifice colossal survient après une période agitée. Le règne de Vespasien succède à celui du tristement célèbre Néron. À quelques mètres du Forum, à l'emplacement actuel du Colisée, Néron s'était fait construire un gigantesque palais, la Domus Aurea, autrement dit, la Maison dorée. Pour construire son palais,
Il a chassé des milliers d'habitants du centre-ville. C'est donc un monument qui incarne le despotisme, la démesure et la corruption de l'empereur. Mais Néron ne s'est pas arrêté là. Non loin de son imposant domaine, il a fait ériger une statue de 30 mètres de haut à son effigie. Le Colosse. C'est de la mégalomanie à l'état pur. Il veut imprimer sa marque sur la cité. Après le suicide de Néron, qui meurt sans laisser d'héritier, le titre d'empereur romain est disputé par différentes factions qui se livrent une guerre sans merci. Ce conflit politique fait couler le sang et génère énormément d'incertitudes. Mais de cette compétition à la Game of Thrones, un homme tire son épingle du jeu, Vespasien. Vespasien n'est pas issu de la noblesse. C'est un militaire, un général. Avant tout, il doit gagner les faveurs du peuple. S'il veut reprendre les choses en main en tant que nouvel empereur, il n'a pas à chercher plus loin. La Domus Aurea est une cible tout indiquée. Après la mort de Néron, Vespasien fait un geste politique et démagogique extrêmement important. Il restitue à la population ce que Néron lui avait pris. Et il fait bâtir la plus grande enceinte dédiée au spectacle de l'Empire romain. En lieu et place du projet mégalomane de Néron, Vespasien fait construire le Colisée. Une manœuvre habile pour effacer le souvenir de son prédécesseur et établir sa propre dynastie, les Flaviens. L'amphithéâtre est au cœur du programme politique de Vespasien. Ce monument vise essentiellement à montrer qu'il est désormais aux commandes de l'Empire. Mais pourquoi choisit-il de construire un amphithéâtre plutôt que n'importe quel autre édifice public? En quoi ces lieux sont-ils importants pour la vie des Romains? À 200 km au nord de Rome, dans la ville toscane de Volterra, un amphithéâtre découvert il y a quelques années peut peut-être apporter des réponses. C'est parti. Une équipe d'archéologues étudie la structure de l'édifice pour en savoir plus sur la construction des amphithéâtres. Elena Sorge dirige les fouilles. Nous avons surnommé ce site l'amphithéâtre qui n'existait pas parce qu'aucune source connue n'en fait mention. Ok, très bien. Cet amphithéâtre est resté enfoui jusqu'en 2015, quand des ouvriers ont découvert une enceinte datant de l'Antiquité romaine sur leur chantier. Les archéologues prennent aujourd'hui la mesure de l'ampleur du site. On se trouve à l'intérieur de l'un des tunnels souterrains de l'amphithéâtre. C'est sans doute un passage qui permettait d'accéder à l'Imma Cavea, un espace assis réservé aux personnes importantes. En observant le bâti, la splendeur des arches, la grande taille des pierres et la précision du travail, on peut affirmer que ceux qui l'ont construit avaient un talent indéniable. Et que ceux qui ont investi de l'argent pour créer ce lieu étaient très riches. Quand on découvre un monument aussi grandiose et coûteux dans une ville romaine, on en déduit qu'elle était bien plus importante que ce qu'on pensait.
Les amphithéâtres sont des structures imposantes qui confèrent un certain statut aux lieux qui les abritent. La découverte de celui de Volterra oblige les historiens à réévaluer l'importance de cette ville. Les premiers vestiges retrouvés sur place laissent penser que le site remonterait aux alentours du 1er siècle de notre ère. Les découvertes plus récentes pourront-elles confirmer cette estimation, voire la préciser? Ce fragment a le même motif, même si on voit mal. Celui-là aussi, il va là, et celui-là ici. Celui-là a une glaçure différente. Alors, vous en êtes où? On a retrouvé beaucoup d'éléments, comme une lampe à huile datant du Haut Empire. Elle est très abîmée, mais en remettant les fragments en place, on peut la reconstituer. On a de la terre sigillée africaine et des fragments de matière beaucoup plus anciennes. Mais on a surtout cette lampe à huile, qui est très importante car elle nous permet d'affiner la datation. Ce sont des lampes fabriquées à l'aide d'un moule et souvent elles portent une marque de fabrique au niveau de la base. Ces nouvelles découvertes confirment notre hypothèse. La genèse de la structure remonte au début du 1er siècle de notre ère. Mais il y a sans doute eu des interruptions dans son édification. La construction de cet amphithéâtre en périphérie de la ville a débuté plusieurs décennies avant celle du Colisée. Maintenant que la date de construction est établie, les archéologues cherchent à identifier le commanditaire de cet ouvrage. À moins d'1 kilomètre de là, il existe une autre structure publique construite à la même époque. Il ne s'agit pas d'un amphithéâtre, mais d'un théâtre. Un édifice en demi-cercle voué, lui, à l'art dramatique. L'entrée principale comportait une inscription, désormais conservée au musée étrusque de Volterra, le Guarnaci. Shushma Malik, chercheuse en histoire de l'Antiquité, est capable de la déchiffrer. Ça commence par la lettre A, qui est une abréviation de Aulas. Donc il y a écrit Aulas Kaikina. Et sur la ligne du dessous, il y a un C, qui veut dire Caius. Et encore Kaikina. Les Kaikina étaient une importante famille patricienne de la région de Volterra. Et ils faisaient partie de l'élite politique. La dynastie des Kaikina dirige cette province pendant plusieurs générations. Comme le veut la tradition, ils offrent à la population des bâtiments publics tels que ce théâtre. À ce jour, rien ne prouve que cette famille serait également à l'origine de l'amphithéâtre. Mais les chercheurs jugent que c'est l'hypothèse la plus probable. Cette inscription et la construction du théâtre, peut-être aussi de l'amphithéâtre, mais en tout cas d'autres bâtiments publics, tout ça assoit leur statut. Dans tout l'Empire romain, il n'est pas rare que les gens les plus aisés financent les amphithéâtres pour s'attirer les bonnes grâces de la classe dirigeante et de la plèbe. La construction du Colisée s'inscrit dans cette tradition. Et c'est précisément ce que fait Vespasien, nouvellement empereur. Le divertissement fait partie intégrante de la politique dans la Rome antique. Financer un amphithéâtre, c'est exactement ce qui mettra une famille riche au centre du jeu pendant plusieurs années. Pour les Romains, les jeux sont importants en tant que symbole des largesses de leurs dirigeants. Pour être un bon bienfaiteur, il faut avoir beaucoup d'argent et de pouvoir. Et un empereur doit être capable de montrer que c'est lui qui en a le plus. Alors, Vespasien décide de faire bâtir la plus grande arène de tout l'Empire romain. Les récentes fouilles du Colisée peuvent-elles nous en dire plus sur l'aspect du site à sa construction? Les archéologues étudient la zone des couloirs manquants.
On savait pertinemment qu'on n'allait pas retrouver les structures qu'on voit de ce côté-ci puisqu'elles s'étaient effondrées. Mais on savait qu'on trouverait des traces de cette destruction. Des vestiges de cette partie disparue ont été identifiés au niveau supérieur des fondations, ce qui a permis pour la première fois aux chercheurs de reconstituer l'aspect du bâtiment dans son intégralité. Regardez devant moi. Je suis ici face à un carré dont la surface est très lisse. Dans cette empreinte étaient posés des blocs de travertin d'au moins 90 cm. Ils constituaient la base des piliers qui soutenaient les arches. Le travertin est une roche calcaire dense et compacte qui était extraite dans les environs de Rome. D'après les experts, il en aurait fallu 250 000 tonnes pour construire le Colisée. Ce dispositif nous montre l'ampleur du projet. Et avec un peu d'imagination, on peut reconstituer le Colisée à partir des traces restées au sol. 240 arches superposées sur 3 étages, atteignant près de 40 mètres de hauteur. Au rez-de-chaussée, des couloirs réservés exclusivement aux sénateurs et aux hommes politiques les plus illustres menaient au siège du premier rang. Les autres spectateurs suivaient un dédale de marches et de coursives pour rejoindre leur place, assignés selon le statut social de chacun. Les meilleures places étaient bien entendu réservées à l'empereur et à son entourage. D'une superficie totale de près de 30 000 mètres carrés, le Colisée était le plus grand amphithéâtre de tout l'Empire. Il est presque 6 fois plus vaste que d'autres sites, comme celui de Volterra. L'empereur a investi des fortunes pour sa construction. Rien que les fondations lui auraient coûté l'équivalent de 60 millions d'euros. On peut trouver des informations sur ce financement non loin du Colisée, à l'entrée du Forum romain. Nous sommes sous l'arc de Titus, qui était le fils aîné de Vespasien. Les processions et les parades triomphales passaient sous cet arc pour se rendre au Forum. À l'intérieur, les reliefs sont porteurs d'histoire. Le dessous de l'arc comporte une série de panneaux qui représentent la célébration, le triomphe sur l'ennemi étranger. L'élément clé, c'est la menorah. Elle évoque la conquête de Jérusalem par les Romains. Alors qu'il n'est pas encore empereur, Vespasien est envoyé en Judée pour réprimer une révolte. Son fils Titus mène cette campagne avec lui, et ensemble, ils vont mater la rébellion sur tout le territoire judéen. Et par la même occasion, ils vont s'emparer des richesses de cette province très étendue. Il y a de l'or et de l'argent qui proviennent essentiellement des temples de Jérusalem. Les reliefs représentent les Romains transportant les trésors des temples de Jérusalem. Devenu empereur, Vespasien va décider de la façon dont les butins de guerre sont dépensés. Ces richesses vont lui permettre de bâtir un projet d'une envergure inédite. En l'an 80, le Colisée est achevé. 8 ans, c'est extrêmement court pour mener à bien ce projet architectural sans précédent, aussi bien à Rome que dans tout l'Empire. C'est une réelle prouesse d'ingénierie avec en plus une dimension artistique importante. En juin de l'an 80, le Colisée accueille ses tout premiers Jeux. Mais l'empereur présent à l'inauguration n'est pas Vespasien.
Le règne de Vespasien a marqué l'Empire romain. Il a transformé la cité de Rome en faisant construire le premier amphithéâtre public de cette ampleur. Malheureusement, il est mort avant qu'il soit achevé. Vespasien a réussi un exploit. Il est mort dans son lit, ce qui n'était pas banal pour un empereur romain. Titus succède à son père. C'est à lui que revient la gloire de célébrer les tout premiers Jeux. C'était vraiment son moment. En inaugurant cet amphithéâtre, Titus proclamait haut et fort le début d'une nouvelle ère. Et d'une nouvelle ère prospère. On a même une source qui atteste que le dernier jour des Jeux, Titus a pleuré, conscient que rien ne surpasserait jamais ce moment. Le Colisée a renforcé la légitimité de la dynastie des Flaviens et donné à voir au monde entier la puissance de l'Empire romain. L'Empire, dans ce qu'il a de plus divers, exotique et fascinant, arrive dans la cité via cet amphithéâtre bâti par les empereurs Vespasien et Titus. Le Colisée devient vite l'amphithéâtre le plus important de tout l'Empire romain. Mais il n'est pourtant pas le premier à Rome. Les vestiges d'une ancienne construction se trouvent au cœur du Forum, à moins d'1 kilomètre de là. Cette place principale de la Rome antique existait depuis plus de 500 ans, quand Vespasien a été sacré empereur. C'est là que tout le monde se réunissait, procédait à des échanges, faisait du commerce. C'était le cœur battant de la ville. Cette ancienne place du marché a été pavée au début du 1er siècle après Jésus-Christ, soit au moment de la naissance de l'Empire romain. Certaines dalles ont été retirées au cours de fouilles effectuées au 19e siècle, mettant au jour une construction antérieure. L'historien et archéologue Darius Aria en étudie les vestiges. On distingue bien les pavés de la période impériale qui sont encore présents, sauf à cet endroit précis, où ils ont été retirés, ce qui a permis de découvrir cette ouverture très profonde. C'est vraiment très profond. Il y a un autre conduit au centre du forum. En tout, 12 conduits verticaux sont répartis sur l'ensemble du site. Ils font partie d'une infrastructure complexe qui permet d'amener les animaux et les gladiateurs au niveau supérieur pour les lâcher dans l'arène. Ce qui n'est pas sans rappeler le labyrinthe de tunnels et d'ascenseurs découverts sous le Colisée. Les avancées archéologiques montrent que ces ascenseurs ont été installés sur ordre de Jules César en personne, quand il a célébré son triomphe en 46 avant Jésus-Christ. Jules César a fait bâtir une structure souterraine adaptée à cette arène déjà en usage. Il fallait absolument amuser la foule, susciter la surprise, l'émerveillement. L'arène était entourée de gradins, ce qui en faisait déjà un amphithéâtre près de 4 siècles avant le Colisée. Des sièges en bois étaient installés temporairement autour de cette place lors de tournois de gladiateurs. Après les Jeux, ils étaient démontés pour que le forum retrouve ses fonctions habituelles. Les chercheurs sont convaincus que les Romains avaient de tels talents d'ingénierie qu'ils arrivaient à escamoter cet amphithéâtre temporaire en quelques jours seulement. Ce premier écrin pour les combats de gladiateurs était de forme ovale.
La forme ovale est typiquement romaine. Les tournois de gladiateurs sont des jeux typiquement romains. Il s'agit d'une architecture particulière créée par les Romains pour les combats de gladiateurs qui leur sont propres. Quand Vespasien ordonne la construction du Colisée, il n'existe pas d'arène permanente dans la capitale. Il offre donc à la population le lieu idéal pour profiter d'un loisir, tout ce qu'il y a de plus romain. Les gladiateurs sont au cœur des divertissements populaires dans la Rome antique et au cœur de l'histoire du Colisée. Leurs combats sont des spectacles qui attirent les foules et dont le public raffole. Même si aujourd'hui, on les considère trop violents et problématiques à bien des égards. Mais notre mission, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces spectacles comptaient autant pour la population. Quand on se penche sur les origines des combats de gladiateurs chez les Romains, on se demande d'où ça sort. La cité antique de Paestum, dans le sud de l'Italie, détient les réponses à cette question. C'est un site extraordinaire. À l'origine, c'était une colonie grecque, mais elle a été peu à peu conquise par les Lucaniens, un peuple indigène de la Campanie, et elle a continué à prospérer. Ici, les archéologues ont découvert plusieurs fresques peintes à l'intérieur de tombes lucaniennes. Elles sont désormais conservées dans des pièces aux conditions hygrométriques contrôlées. Ce sont des panneaux peints intégrés à des caissons funéraires qui datent du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Celui-ci, en l'occurrence, remonte au 4e siècle avant notre ère. Quel est le plus grand défi dans la préservation d'œuvres aussi fragiles ? Mon collègue est en train de retirer les dépôts de sel qui, quand ils cristallisent à la surface, créent une décoloration. Alors que moi, je m'occupe de réintégrer les lacunes de la couche picturale. C'est-à-dire que je restitue les petits manques de couleur qui pourraient entraver la bonne lecture de l'œuvre. On a là l'intérieur d'une tombe lucanienne. Et on voit deux scènes principales. On dirait deux hommes qui livrent bataille. Mais le contexte ne peut pas être celui de la guerre. Il y a des ornements qui séparent les deux dessins. C'est une scène de divertissement, un spectacle. Ici, on voit deux hommes qui font de la boxe. Là, on a apparemment des soldats équipés de casques, de boucliers et de grandes lances qui s'entretuent. On voit clairement la lance dirigée vers le visage. C'est d'une violence inouïe. Ces hommes ne sont pas des gladiateurs, mais des esclaves. Ils se livrent un combat à mort lors de jeux funèbres, un rituel organisé lorsqu'un homme de haut rang décédait. On voit le sang couler jusqu'au dieu des enfers. C'est une offrande de choix. Ces fresques du peuple lucanien attestent que la tradition romaine des luttes à mort n'est justement pas romaine du tout. Pourquoi Rome a-t-elle adopté ce rituel au point d'en faire un divertissement public ? À l'époque où ces fresques sont peintes, Rome n'est qu'une petite cité-État, bordée au nord par le territoire des Étrusques et au sud par ceux des Lucaniens et des Samnites. À l'exception des Romains, tous ces peuples organisent des jeux funèbres. Au IVe siècle avant notre ère, Rome cherche à s'étendre et s'attaque à ses voisins. Rome sort victorieuse de cette conquête. En 264 avant Jésus-Christ,
On a une trace de ces jeux funèbres. Alors d'où vient cette pratique? Des peuples que les Romains ont croisés et combattus et dont ils ont absorbé les idées. À mesure que Rome conquiert la péninsule, elle intègre les rites de ses ennemis, comme ces affrontements sans merci. Les premiers combats de gladiateurs à Rome ont eu lieu dans un contexte funéraire. Les riches familles romaines faisaient combattre leurs esclaves à l'occasion de funérailles. Au départ, cela se passait lors de cérémonies religieuses privées. Mais ces combats étaient tellement prisés qu'on en a fait des spectacles publics. En modifiant un peu la donne. L'armure des gladiateurs est vraiment spectaculaire. Elle n'est pas fonctionnelle, mais esthétique. C'est une tenue d'apparat. L'historien Alexander Mariotti est expert en combat de gladiateurs. L'archéologie expérimentale nous apporte des informations qu'on ne trouve pas dans les sources classiques. En enfilant l'armure et en maniant les armes, on ressent le passé dans notre chair. On comprend les difficultés des combattants, comme le fait d'avoir du mal à respirer, de ne pas voir grand-chose, ou le poids du casque et l'effort physique que suppose le combat. C'est un bon moyen de combler les lacunes des manuels d'histoire. Les combats de gladiateurs réservent bien des surprises. À chaque fois que j'entre dans l'arène, je pense aux vrais gladiateurs, à leur état d'esprit. Le public venait en masse pour voir des combats et du sang. Donc il fallait assurer le spectacle. Quand Rome transforme les rites funéraires en divertissement, les esclaves deviennent des gladiateurs. Les affrontements sont une démonstration de la puissance militaire de la cité. Il y avait plusieurs types de gladiateurs, tout simplement parce qu'ils ne venaient pas de l'arène, mais du champ de bataille. Cette armure décorée est originaire du peuple qu'on appelait les Semnites. C'était un peuple féroce qui avait la réputation d'être très cruel. Quand les Romains ont vaincu les Semnites, ils se sont retrouvés avec 2 trésors de guerre. Tout un tas de prisonniers et autant d'armures ornées qu'ils n'allaient pas utiliser. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont décidé d'humilier leurs ennemis défaits en les obligeant à combattre à mort dans leurs propres armures. C'est pour ça que les premiers gladiateurs étaient des Semnites. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Rome poursuit son expansion militaire. En près d'1 siècle, elle domine la péninsule italienne, la Sicile, jusqu'alors sous le joug de Carthage, l'Hispanie à l'ouest, les actuels Balkans à l'est, et enfin la Grèce et l'Anatolie. Rome devait trouver un moyen de conserver son pouvoir. Et pour ça, rien de tel que de faire un exemple. Alors à chaque fois que les Romains terrassaient un peuple rival, ils enfonçaient le clou en l'humiliant dans l'arène. Ils faisaient combattre leurs ennemis entre eux pour le plaisir. Et tout en offrant un divertissement, ils envoyaient un message à ceux qui auraient voulu attaquer Rome. Voilà ce qui vous attend. Dotés d'équipements et d'armes fournis par les peuples vaincus, les gladiateurs exhibaient la suprématie de Rome aux yeux de tous. Mais ils incarnaient également des enjeux plus personnels auxquels le public pouvait s'identifier. Lui, le public l'adore. C'est un rétiaire. C'est le seul dont le visage est apparent, ce qui le rend humain. Parce que le casque déshumanise le combattant. On a l'impression que c'est une machine. On ne voit pas ses grimaces de douleur. Tandis que le rétiaire est comme nous. On voit les expressions de son visage. Combattant sans casque, le rétiaire est un homme ordinaire, un simple pêcheur. Il possède 2 armes caractéristiques, le trident qu'on voit ici, et un filet qui est vraiment un accessoire très théâtral.
On l'imagine le faire tourner pendant le combat pour le plus grand plaisir du public. Le rétiaire a l'avantage de pouvoir se déplacer facilement, mais il est bien moins protégé que ses adversaires. Le sécutor, c'est un vrai tank. Il porte un énorme casque qui évoque un peu un poisson, avec des petits yeux et une nageoire au sommet. Ça donne un thème au combat. C'est une lutte entre l'homme et la nature, entre le pêcheur et le poisson. L'homme contre la nature. Rome contre ses ennemis. Les affrontements entre gladiateurs étaient bien plus que de simples combats. Ils mettaient en scène des thèmes chers aux Romains. C'était une société dans laquelle beaucoup de gens avaient eu un contact direct avec la guerre. Ce qui peut expliquer le grand succès de ces démonstrations de courage, c'est que ces performances offraient au public citadin de Rome une représentation extrêmement codifiée de la violence. Le Colisée devient une vitrine de la puissance militaire de l'Empire. Il présente une centaine de combats de gladiateurs chaque année, pendant près de 450 ans. Mais que s'est-il passé d'autre dans cette arène? L'archéologie peut-elle nous éclairer sur la dimension des spectacles qui y étaient donnés? À l'université de la Sapienza, à Rome, Claudia Migniti est chercheuse en archéozoologie. Elle étudie les vestiges d'animaux retrouvés dans les égouts du Colisée. Le Colisée est le seul amphithéâtre qui nous ait fourni une grande quantité de restes animaux. C'est une collection exceptionnelle. Des pièces et des poteries retrouvées près des ossements permettent d'affirmer qu'ils datent de la fin de l'Empire romain, soit du 5e siècle après Jésus-Christ. Le nettoyage permet de mieux identifier les espèces. Les carnivores ont des dents acérées pour déchiqueter la viande, tandis que les herbivores ont des dents plus plates. Ce crâne a des dents caractéristiques d'un carnivore, même s'il pouvait également avoir une alimentation omnivore. Certaines sont pointues et d'autres pas du tout. D'après sa denture, on peut dire qu'il s'agit d'un ours. Des dizaines de squelettes d'ours ont été retrouvés au Colisée. Il n'y a qu'une seule explication possible. Nos recherches archéologiques confirment qu'il y avait beaucoup d'ours dans ces spectacles. Il y a aussi des crânes qui appartiennent à des animaux plus courants, comme des chevaux ou des chiens. Manifestement, certains d'entre eux faisaient également partie du spectacle. Mais Claudia a fait une découverte encore plus surprenante. Nous avons là les radius de deux animaux différents. Le radius est l'os des pattes antérieures. Ils présentent les mêmes caractéristiques morphologiques que le radius d'un chat domestique. On est donc en présence d'ossements de grands félins. Pour savoir de quelles espèces ils proviennent, Claudia compare la taille des radius à celle des grands félins d'aujourd'hui. La dimension du plus grand est de 325 mm et de 275 mm pour le plus petit. Ce sont donc deux animaux de grande taille qui correspondent aux mensurations des lions. Le radius le plus grand est vraiment dans la courbe haute.
C'est sans doute un mâle qui a été sélectionné exprès pour le combat. Les lions étaient acheminés de provinces d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, à plus de 2000 km de Rome. Mais cette collection d'ossements montre que les lions n'étaient pas les seuls animaux exotiques du Colisée. Les dimensions de cet échantillon correspondent plutôt à celles d'un léopard qu'à celles d'un lion. Ces animaux importés des 4 coins de l'Empire témoignent de la domination de Rome sur le monde. Les ossements livrent d'autres informations sur les pratiques en cours dans l'arène. Ce crâne d'ours présente une importante fracture sur la partie frontale. Il a peut-être reçu un coup violent qui a provoqué sa mort. Au Colisée, ces animaux affrontent des chasseurs chevronnés, désignés en latin par le nom de venatores. Ils sont entraînés à la chasse aux bêtes sauvages, comme les lions, les ours ou les léopards. Ces vestiges archéozoologiques constituent une documentation essentielle sur ces jeux. On n'est plus obligé d'interpréter ce qui est écrit par des intermédiaires dans les sources. C'est un témoignage direct des spectacles qui avaient lieu dans le Colisée. Des sources antiques indiquent que ce genre de chasse existait à Rome dès le IIe siècle avant notre ère. Mais aucune trace n'en a été retrouvée. Cette collection exceptionnelle, composée de centaines d'ossements, montre bien la démesure des jeux présentés au Colisée. Les Romains faisaient venir les animaux des confins de l'Empire via un réseau de voies commerciales qui couvrait les 5 millions de kilomètres carrés de leur territoire. Mais le spectacle ne s'arrêtait pas là. Nous voici à nouveau à l'université de la Sapienza. Voyons voir. Alessandra Celente est paléobotaniste. Elle analyse de nouveaux éléments découverts lors des dernières fouilles sous le sol de l'arène du Colisée. En général, les restes végétaux sont les plus fragiles. Ils se conservent mal. Ce sont des trouvailles exceptionnelles. Grâce à la technique du tamisage à l'eau, Alessandra sépare les sédiments qui coulent au fond du seau parce qu'ils sont plus lourds de la matière organique qui remonte à la surface. En voilà un. Il ne lui reste plus qu'à l'identifier. On a là un fragment de feuille. On voit les nervures. Le dessin des veines et la forme des cellules sont une véritable carte d'identité. Il s'agit d'un fragment de feuille de laurier. Le laurier était très utilisé par les Romains. Pour leur alimentation, les couronnes des empereurs et les offrandes aux gladiateurs victorieux. Voici un autre échantillon très intéressant. Alessandra a découvert que le laurier du Colisée avait encore un autre emploi. Ce qui pourrait remettre en question les connaissances actuelles sur la façon dont les combats étaient mis en scène. On a trouvé des morceaux de bois qui n'ont pas été travaillés. Il reste même encore un peu d'écorce. Ce sont des vestiges de branches de laurier. Le laurier pousse sous forme d'arbustes qu'on peut utiliser pour créer des buissons ou des haies. Il est parfaitement adapté pour recréer un effet de sous-bois dans une scénographie. Les animaux sauvages étaient-ils chassés dans un décor forestier? Les recherches d'Alessandra ont mis en évidence la présence de pollen d'autres végétaux,
comme le chêne vert ou le chêne pédonculé. Elle pense que ces arbres étaient également utilisés pour la mise en scène. On a de grands espaces dans l'arène. Donc, de grandes portions du décor devaient être constituées de ces arbres installés sur scène. On peut imaginer une végétation foisonnante, sans doute avec un feuillage très fourni. Il fallait absolument que le décor impressionne. Les animaux exotiques n'étaient pas simplement exhibés au sein du Colisée. Il y avait une mise en scène, comme au théâtre. Et les Romains créaient des décors extrêmement travaillés. Il faut imaginer qu'il y avait 50 000 personnes qui assistaient en même temps à ce spectacle hors norme. Le public ne s'attendait pas à voir ce que l'empereur avait préparé. C'est-à-dire un spectacle absolument exceptionnel qui durait toute la journée, dans un crescendo de pathos et d'émotions. L'empereur se sert du Colisée comme du lieu de divertissement ultime à Rome. Et le lieu n'est pas seulement crucial pour les Romains. Il devient un symbole du pouvoir impérial qui rayonne bien au-delà de la ville. L'extravagance des jeux du Colisée résonnait jusque dans les contrées lointaines, reflétant ainsi la puissance et l'étendue de l'Empire. Alors que l'hégémonie de Rome sur le monde atteint son apogée, cet amphithéâtre colossal devient un outil de domination. Mais son lien avec l'Empire romain est tel que la chute de l'un entraînera celle de l'autre.